Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. C'est un exposé qui n'a pas été si facile à construire et à mettre en 20 minutes. Donc j'espère que j'arriverai à faire passer... en fait, l'idée qui était derrière, c'est de vous proposer une grille de lecture, une mise en perspective de certains éléments utiles à la réflexion sur le sujet. Alors c'est un exposé relativement général, qui n'est certainement pas exhaustif et dont l'objet est vraiment de nourrir la discussion. Alors en fait, je commence par les images de quelques-uns de nos mammifères familiers. Alors vous verrez qu'il y en a certains qu'on mange, il y en a d'autres qu'on n'aurait jamais l'idée de manger, il y en a qu'on enferme, il y en a qu'on tue sélectivement, il y en a dont on a l'intention d'éradiquer. Bref, chacun de ces animaux a un statut différent. Et l'idée, c'est en fait de voir l'importance du contexte dans lequel ces décisions peuvent se prendre, un contexte historique, mais un contexte aussi socio-économique et culturel, mais aussi de faire un lien avec l'éthique qui est propre à chacun et qui peut aussi être derrière ce genre de prise de décision. Alors en fait, on va balayer 3 prismes. En 20 minutes, je pense que je vais quand même y arriver. On va faire un petit passage par l'histoire, un petit passage par l'anthropologie et un passage par l'éthique. Le premier par l'histoire, en fait, on s'est appuyé sur un papier qu'on avait fait il y a quelques années où pour parler des questions d'évolution de l'aménagement forestier, on avait imaginé 5 périodes. Et aujourd'hui, pour rester dans les 20 minutes, mais aussi parce que je pense que c'est là que c'est le plus intéressant, on va rapidement balayer 3 périodes. Une où la nature était appropriée et segmentée, une autre où la nature était concédée, et une autre où la nature est devenue une ressource. Et donc la première partie, ça se réfère à l'Antiquité, à l'époque romaine, où on avait un pouvoir politique très centralisé. L'idée, c'était de contrôler des territoires qui étaient conquis. Et ça se faisait dans le cadre, en fait, d'une vision de l'homme, acteur de son destin, dans un espace de liberté balisé par les divinités. Alors, en fait, on l'oublie parfois, sauf nos collègues juristes qui ont eu des cours costauds de droit romain, en fait, le concept juridique de la propriété, qui est encore aujourd'hui dans notre code civil, en fait, il vient de cette époque-là. Le sol, la nature, les produits de la nature, peut-être pas jusqu'aux individus, sont des biens susceptibles d'une appropriation absolue par l'homme. Et donc le droit romain les répertorie, les décrit et les classifie. Et tout ça, ça se fait dans un contexte agraire, c'est-à-dire que l'économie, l'activité, les échanges entre les personnes se fait dans un contexte qui s'appuie essentiellement sur l'agriculture avec, de par la définition de la propriété telle qu'elle est faite là, une spécialisation des territoires. On bascule quelques siècles plus tard, à la fin de l'époque carolingienne, où là, en fait, on a un pouvoir central qui s'affaiblit, un ordre beaucoup plus décentralisé, et avec une vision d'un Dieu qui est créateur de la terre et qui en est le seul maître. Mais la terre est quand même l'objet d'un pouvoir qui est incarné par le concept de fief, et la nature, elle est mise à disposition de l'homme par le biais d'usages qui lui sont concédés. Donc en fait, là, on ne se trouve pas du tout dans un concept d'appropriation, mais dans un concept d'usage, d'usufruit. Et donc on parle de saisine plutôt que de propriété, et c'est une jouissance d'une chose visée dans son utilité et non dans sa matérialité. On avait par exemple l'époque des droits d'usage, c'est encore aujourd'hui, c'est encore pertinent aujourd'hui, et ça, les différentes organisations entre les différentes personnes se faisaient via un droit oral, le droit oral des coutumes territoriales. Là aussi, ça se faisait dans un contexte d'économie agraire, mais avec une segmentation de l'espace qui faisait sur une espèce d'empilement de relations que les personnes pouvaient avoir avec l'espace. On bascule à une période qui est sans doute plus connue, qui est quand même un basculement profond. La nature devient une ressource, c'est l'époque qui va de Descartes à la Révolution française, où en fait la nature devient un objet mis à la disposition de l'homme qui est positionné à l'extérieur de celle-ci. Il doit s'en rendre maître et possesseur, la comprendre et la transformer par la science pour le bien-être général. Et là, le Code civil de 1804, qui est encore la base, le fondement de notre propre Code civil pour la plupart, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. Alors c'est l'époque aussi de la science comme personnalisée, en fait, illustrée par l'encyclopédie, qui est en fait le miroir des conquêtes de l'homme sur un monde qui est en soi inconnu.
C'est le catalogue de ses acquisitions, l'inventaire des objets dont il a fait sa propriété. Et là où il y a un changement par rapport à les deux périodes précédentes, c'est qu'on n'est plus dans un monde dominé, une économie dominée par l'agriculture, mais un monde dominé par l'industrie et par le développement des techniques. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans un monde complètement différent. Il est marqué évidemment par la prise de conscience des impacts négatifs de l'activité humaine sur la nature. La vision cartésienne qui vient d'être évoquée est largement battue en brèche, même si on voit que d'un point de vue juridique, on a parfois des textes qui viennent encore de là. Et pour rappel, le concept d'écologie scientifique, il date de 1866, c'est à ce moment-là qu'il est apparu pour la première fois, avec l'idée de l'homme qui occupe une place comme élément du système naturel, l'homme qui est positionné à l'intérieur du système qu'est la nature et qu'il tente de comprendre. Alors, progressivement, tout cet impact des activités humaines sur la nature font qu'il y a des restrictions progressives au caractère souverain de la propriété qui sont petit à petit inscrites dans les différents règlements. Et on le sait tous, il y a pas mal de discussions entre l'idée d'un bien privé et d'un bien public. Mais surtout, là, sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est sur un monde complètement différent, là. Notre monde aujourd'hui, pas d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue sociétal, il a 3 caractéristiques. Il est global, pas besoin d'aller plus loin. Il est surtout urbain. Quel que soit l'endroit où on se trouve sur la planète, il y a une majorité de gens qui habitent en ville. Peut-être que le Covid changera les choses, mais je ne pense pas. Donc on a une vision urbaine des choses. On a aussi des activités qui sont liées au fait qu'on habite en ville. Et c'est surtout un monde tertiaire, c'est-à-dire que l'économie aujourd'hui, partout sur la planète, il est dominé par le secteur des services et plus par l'industrie ou par l'agriculture, comme le montre le schéma là au-dessus. Ça veut dire qu'aussi les gens, ils vivent dans le service des tertiaires, mais ça offre des opportunités aussi, on le verra sûrement dans les exposés suivants pour la nature. Ça, c'était le bref survol historique pour essayer de montrer vraiment des caractéristiques entre des époques différentes et aussi l'héritage qu'on peut encore ressentir aujourd'hui. Le deuxième jalon, c'était en fait de passer par l'anthropologie. Si on parle de la relation entre l'homme et la nature, on parle de l'homme, et l'anthropologie, c'est qu'est-ce que c'est l'homme. Et donc ici, en fait, j'ai voulu partager avec vous, c'est quelque chose qui est relativement connu chez les anthropologues, c'est les travaux de Descola, où lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer qu'en fait, il n'y a pas une vision unilatérale entre l'humain et le non-humain, mais qu'il peut y en avoir plusieurs qui sont synthétisés par ce diagramme. En fait, ce qui veut dire, d'un côté, c'est, on va dire, ce qui est physique, et d'autre, ce qui est plutôt ce qui relève de l'esprit. Et lui, il arrive en un schéma comme ça à dire, tiens, il y a des groupes humains, il y a des sociétés dans lesquelles, en fait, nous, on se retrouve dans ce qu'il appelle le naturalisme. En fait, pour nous, d'un point de vue biologique, on est en continuité avec la nature. C'est la même biologie. Notre corps, les animaux, les mammifères, tout ça, c'est dans une continuité. Par contre, pour la plupart, en tout cas dans ce modèle-là, il n'y a pas vraiment de continuité. On n'a pas de communication par l'esprit avec la nature. Donc la distinction, elle va se faire par les questions liées plutôt spirituelles qu'avec les questions physiques. À la différence des animistes, je n'aurai pas le temps de faire tous les tableaux, mais les animistes, eux, c'est la discontinuité physique, mais il y a une continuité spirituelle, c'est-à-dire qu'ils communiquent avec les arbres, avec les plantes et les animaux. Il ne faut pas toujours penser que ça se fait nécessairement dans l'harmonie. Ce n'est pas parce qu'il y a une communication que tout se fait de façon harmonieuse. Mais donc c'était pour vous montrer ces différences et ça permet en fait, parce qu'il y a des travaux ultérieurs qui ont décortiqué encore un peu sous le chapeau du naturalisme les différentes visions éthiques qui sont en fait en présence parfois de façon pas suffisamment explicite dans les débats aujourd'hui. Et là on est dans la dimension alors éthique. Et ça ce sont plutôt les travaux de Catherine Larère qui distinguent au sein du naturalisme 3 visions éthiques. Qu'est-ce que c'est l'éthique? L'éthique c'est ce qui est bien ou mal pour moi. Alors évidemment, c'est une discipline qui est apparue de par la prise de conscience de l'impact de l'homme sur la nature. Ça vient de là. Et donc en fait, il y en a 3 généralement qui sont décrites, c'est le biocentrisme, l'écocentrisme et l'anthropocentrisme qu'on dit élargi. Je vous invite vraiment à essayer de percevoir la différence et dans tous les discours, dans toutes les interventions qu'on va entendre dans l'après-midi, d'essayer de voir aussi où on se trouve par rapport à ces modèles-là. Et donc le premier, c'est le biocentrisme. En fait, la vision
l'éthique biocentrique, c'est pour se maintenir dans l'existence, toute entité vivante, quelle qu'elle soit, instrumentise son environnement à son profit pour elle-même. C'est une fin qui, comme telle, mérite le respect. Et donc la valeur morale, elle est accordée à chaque être vivant. Et donc c'est vraiment une éthique qui va donner à chaque être vivant une valeur supérieure éventuellement à celle que pourrait avoir l'être humain. Donc chaque être vivant, individuellement, est important. Au tout début, il y avait une photo d'un pompier qui sauvait un koala, un individu koala. Il ne sauvait pas l'espèce koala, il sauvait un individu koala. Peut-être qu'on peut faire un rapprochement avec ça. L'écocentrisme, c'est un peu différent. L'idée dans l'écocentrisme, c'est l'équilibre. Ce qui va être important, c'est l'équilibre au sein de la nature. Et quand on protège la nature, on ne protège pas des individus, mais on protège des espèces ou des populations ou des ensembles, comme par exemple la forêt tropicale. Et on peut éventuellement détruire des parties pour protéger l'ensemble. Ça, c'est la deuxième vision, qui est la vision qu'on appelle écocentrique. Alors, la vision anthropocentrique, Catherine Larère ajoute élargie, parce que très souvent, elle est un peu caricaturée, cette vision, peut-être parce que justement, elle se réfère à l'époque dont on a parlé tout à l'heure. L'idée de l'anthropocentrisme élargi, c'est que les êtres humains, parce qu'ils sont raisonnables, libres et conscients de l'être, sont considérés comme des fins en soi. L'être humain y est le centre de la moralité. Mais en allant un petit peu plus loin, ce n'est pas pour ça qu'il doit détruire tout. Donc, il y a moyen aussi de faire des liens avec la première vision. Ce n'est pas parce qu'il y a une vision instrumentale des choses qu'on ne peut pas reconnaître aussi certaines valeurs intrinsèques. Ça, c'était l'aspect éthique dont que je voulais aussi mettre comme balise supplémentaire sur la table pour discuter. Et là, en fait, j'étais relativement vite, je pense, je ne sais pas. Je voulais mettre quelques éléments de discussion par rapport à cet exposé. Donc, le colloque, il s'appelle Redéfinition. Si on parle de redéfinition, ça veut dire qu'il y avait une définition au préalable. Et en fait, peut-être qu'en fait, ce n'est pas si clair que ça. Est-ce qu'il y avait vraiment une définition? Est-ce qu'on part d'une définition commune? Pas sûr. Donc, en fait, ce qui est vraiment important, je pense par rapport à ça, c'est de voir dans quel contexte social, économique et culturel on se trouve. La semaine passée, je participais à une réunion de la FAO où il y avait des gens de partout sur la planète. Je peux vous dire que les débats sur la déforestation avec des pays, pas spécialement que le Brésil, mais des pays d'Afrique et nos pays, mais ça montre qu'en fait, il n'y a parfois pas toujours une prise de conscience complète du contexte dans lequel les choses se jouent. Alors, on l'a vu aussi, est-ce qu'on doit avoir une définition avec un seul modèle éthique qui domine? Moi, je n'ai pas de réponse. Ce que je vois, c'est qu'il y en a plusieurs et que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a personne qui peut dire qu'il y en a un qui a plus de valeur qu'un autre. Et donc, on se trouve dans une situation avec plusieurs modèles éthiques qui coexistent et dans un monde relativement complexe. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt que redéfinir la relation, c'est plutôt redéfinir les termes d'un dialogue pluraliste au sein de la société? C'est une question que je pose. Moi, je n'ai pas de réponse. Et comme je parle en premier, c'est facile de pouvoir encore poser des questions sans devoir vraiment aller plus loin. Donc, je pense aussi que ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir décoder des discours qui sont souvent cryptés, parce que toutes ces questions éthiques, en fait, elles sont partout sous-jacentes, mais on ne les dit jamais. Rien que le fait de les mettre sur la table, ça peut permettre peut-être aussi de faciliter les choses. Et puis ça permet parfois de lutter contre des idées reçues qui sont répétées, qui sont peut-être pas nécessairement utiles pour faire progresser les choses. Et enfin, au niveau de la prise de décision, à quelque niveau que ce soit, c'est très souvent, les décisions sont prises sur base de critères scientifiques, d'accord, sur des bases de critères économiques, sans doute, mais pas souvent assez, sur des critères éthiques et symboliques qui sont sans doute ceux qui en fait président le plus in fine à la prise de décision, et peut-être que ce serait utile de pouvoir aussi les avoir de façon explicite dans la prise de décision. Je pense que c'était mon dernier slide. Voilà, je vous remercie pour votre attention.